Bonjour à tout le monde et merci d'être présent donc à cette première séance de la journée. Donc juste une minute pour vous parler de NovaTP, qui est partie complètement intégrante de NovaBuild, donc accélérateur de la transition donc écologique, énergétique et digitale bien sûr de demain et pour la région donc Pays de Loire. Donc NovaTP, c'est quoi? C'est finalement la filière plus infrastructure de NovaBuild qui regroupe tous les acteurs du BTP donc de la région qui souhaitent se tourner vers l'innovation donc dans le domaine du BTP. Donc on est très content de vous accueillir aujourd'hui donc à Nantes pour ce B2BIM. Et notamment ce matin, on va commencer donc par le BIM dans les infrastructures. Comme vous le savez, donc, le BIM dans le bâtiment, on peut dire qu'on est déjà donc, arrivé à un stade assez mature et le BIM se répand et s'est répandu déjà depuis plusieurs années donc, dans le monde du bâtiment. Dans les infrastructures, on est un peu moins avancé, on peut le dire, mais certaines entreprises, certaines ingénieries, certains maîtres d'ouvrage s'intéressent de plus en plus donc, au BIM, qui va transformer un peu donc, notre conception donc, des infrastructures, mais au service notamment de la gestion et de la gestion patrimoniale de ces infrastructures. D'où l'intérêt aussi d'avoir des gestionnaires d'infrastructures à nos côtés pour nous aider donc, à mieux concevoir donc, des projets BIM infrastructure. Donc voilà, maintenant l'introduction étant faite, on va passer la parole aux intervenants. Hein, et je vais laisser peut-être à Juliette de présenter, mais bon, voilà. Bien, bah merci Frédéric. Thierry, Frédéric, welcome. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Philippe Gotteland, donc l'animateur de cette session BIM Infrastructure. Donc, petite session d'1 heure que nous allons passer ensemble. Donc pour vous présenter, on va dire les avancées, les évolutions et le bilan un petit peu de où nous en sommes au niveau de l'infra. Sur cette démarche BIM, peut-être en comparaison avec des repères que vous avez peut-être plus volontiers sur la démarche du bâtiment. À titre introductif et de manière un petit peu à se mettre en route, on va vous passer un petit film que la Fédé avait conçu il y a de maintenant, on va dire, 3-4 ans. Donc c'est à la fois récent, mais à la fois très ancien, à l'époque où nous vivons, où le temps passe très vite, sur comment on devait, nous, Fédé, on va dire, catalyser, sensibiliser nos adhérents, entrepreneurs de travaux publics par rapport à cette démarche dont nous sommes persuadés qu'elle est irréversible et dans laquelle il faudra forcément aller. Donc nos entrepreneurs iront au travers des autres acteurs du monde de la construction des infrastructures vers cette démarche BIM. Voilà, donc petit film très rapide. Juliette, je te laisse le lancer. Il y a tous les mots-clés que vous allez retrouver. Vous en avez sans doute entendu parler, car tous les professionnels de la construction en parlent. Mais c'est quoi ce BIM? B pour building, I pour information et M pour modeling, mais aussi modèle et management. En quoi consiste le BIM? Et est-ce que cela concerne aussi les travaux publics, puisqu'on parle de building? Le BIM, c'est une nouvelle méthode de travail collaborative qui s'appuie sur une interface numérique et sur l'organisation des données, la maquette numérique et l'interface de travail. Mais ce n'est pas juste une belle image en 3D, c'est une modélisation intelligente d'un projet qui intègre tout un ensemble de données. Ainsi, à chaque objet composant du projet sont associées des propriétés. Le BIM, c'est avant tout une méthode de travail et un état d'esprit. Et c'est là tout l'enjeu, car les acteurs sont nombreux, avec leur culture, leur métier. Et le BIM concerne toutes les phases du projet, de la conception à la réalisation, de l'exploitation, de la rénovation, jusqu'au démantèlement éventuel. C'est donc l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage qui est pris en compte. Et le BIM, en quoi c'est bien? Par ses objectifs, simplifier les échanges entre tous les partenaires, ainsi qu'avec le maître d'ouvrage. Les simulations permettent de tester des variantes, de définir les données pour la maintenance et l'exploitation, de déceler des problèmes en amont. Tout le process est simplifié.
Les données chiffrées sont immédiatement accessibles et les coûts plus facilement maîtrisés. Les différentes étapes du chantier peuvent être planifiées plus aisément. L'usage de l'infrastructure est mieux piloté et suivi. En résumé, on peut attendre des gains en termes de temps, d'argent, de qualité. Travailler en BIM, ce sera bientôt une évidence. Car le BIM gagne du terrain. D'ores et déjà, la maquette numérique peut être exigée pour les marchés publics de travaux. Aujourd'hui, il faut sauter le pas. Mais il reste des points à clarifier. Juridique, concernant le management des projets, ou l'interopérabilité des données par exemple. La Fédération nationale des travaux publics est impliquée et réfléchit avec les autres acteurs de la construction sur ces sujets. Cela va nous conduire à repenser nos processus, nos manières d'échanger, de construire. C'est une transition qui se prépare et nous allons la préparer ensemble pour la réussir en douceur. Alors, tous au BIM. Voilà, donc ce petit film, qui je vous rappelle date de maintenant 4 ans à peu près, où nous, on devait absolument sensibiliser nos adhérents, nos entrepreneurs adhérents, à cette méthodologie de manière à ce qu'ils se l'accaparent, je dirais, dans cette phase de transition que nous vivons, puisque c'est bien le thème. Donc cette transition, il faut vraiment y aller. Et justement, donc, on a une entreprise locale que je pense que vous connaissez bien, qui, au travers de petit peu de ses expériences, va vous faire part d'un retour d'expérience par rapport à des points positifs, quelques points négatifs, et puis justement toutes les temporalités qu'elles ont dû mettre en place de manière à acquérir ces méthodologies. Ils sont en train de le faire. Donc ils vont partager avec vous, et c'est bien une session de partage. Donc si vous avez éventuellement des remarques, n'hésitez pas, de manière à pouvoir échanger avec nous tous. Voilà, je vous passe la parole. Merci Philippe. Je me présente, Nicolas Bernier, entreprise Charrier. Je suis responsable des études dans une agence route et travaux urbains. Et Pierre Meunier, actuellement chef de chantier chez Eurovia. Et l'année dernière, étudiant en licence professionnelle conduite de projet de travaux publics à l'IUT de Saint-Nazaire. Donc, ce qui va nous amener au contexte de ce retour d'expérience. Brièvement, donc, on va présenter l'origine de ce retour d'expérience, de la réponse à un appel d'offres intégrant du BIM. On s'est présenté. Je vous présente également les meilleurs vœux possibles pour l'année 2019, avec, pour beaucoup d'entre vous, j'espère, si vous le désirez, des projets en BIM. Un conseil, et on verra, on arrivera rapidement à cette conclusion-là, c'est que si un chantier que vous visez est en BIM, on vous conseillera de vous faire la main sur d'autres projets au préalable. Parce que le BIM demande quand même pas mal d'expérimentation. Là, ça va être le retour d'expérience d'une de ces expérimentations. Il faut régulièrement s'entraîner à ce sujet-là. Vas-y, tu peux... Donc le contexte, l'entreprise Charrier réalise sous forme de vacation des enseignements réguliers à l'IUT de Saint-Nazaire sur la filière TP, sur le département TP de l'IUT de Saint-Nazaire, génie civil et travaux publics. L'IUT de Saint-Nazaire a toujours une volonté d'utiliser énormément les outils numériques associés à cet enseignement, des logiciels, Mensura, Revit, Tekla Structure, pas mal de topos également, de scan 3D avec Leica, Trimble, donc des outils à la pointe que les étudiants retrouvent régulièrement derrière sur le monde du travail. Avec les enseignants de l'IUT, on était sur le même constat, entreprise Charrier et IUT, d'un décalage chronologique, un peu technologique aussi, entre le bâtiment LTP autour du sujet du BIM. Des marchés soumis au BIM dans la région, on en a vu. La plupart du temps, on le télécharge. Le règlement de consultation indiquait que tous les lots, y compris le lot terrassement VRD, étaient soumis au BIM. On gratte un peu, on pose la question, attendez, on va demander au cabinet d'archi spécialisé VRD ou au paysagiste qui revient derrière vers le maître d'œuvre VRD. Ah bah non, en fin de compte, non, le VRD n'en fait pas partie. On avait presque l'impression à chaque fois qu'il y avait une ligne rouge dessinée autour du bâtiment. Ce qui est à l'intérieur du bâtiment est soumis au BIM. À l'extérieur, non, vous n'en faites pas partie. Donc, quelques frustrations déjà sur ces premières tentatives d'expérimentation. Et de fait,
cette démarche commune avec l'IUT, de prendre les devants et donc de tester à blanc la démarche du BIM. Quitte à le tester, autant le tester aujourd'hui sur un appel d'offres qu'on ne vise pas. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus libéré qu'une affaire visée pour l'entreprise. Donc on a mis en place ce projet de fin d'études, donc de la licence pro conduite de projet de travaux publics, 4 semaines de projet pour 3 étudiants qui en plus avaient des profils différents du fait de leur entreprise en alternance. Une personne qui était en commune, service technique de commune et d'intercommunalité, et puis deux étudiants, dont Pierre Meunier ici, qui étaient alternants chez Durand TP, plutôt en partie chantier, ainsi que Pierre Norse, qui était alternant chez Colas Route, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a également travaillé sur ce sujet-là. Première difficulté, trouver un appel d'offres où tous les lots, y compris le nôtre, est soumis au BIM. Et ça a été une des premières difficultés. On a étendu le logiciel de détection d'appels d'offres sur tout le territoire français, avec les mots-clés BIM, VRD, jusqu'à trouver, et ça s'est fait 2 semaines avant le début du projet seulement, un appel d'offres où tous les lots, la convention touchait tous les lots, y compris le nôtre, en BIM. Donc l'expérimentation ne va pas plus loin que la réponse à l'appel d'offres. Mais l'idée, c'était de transmettre le dossier de consultation des entreprises aux étudiants, habitués par leur enseignement à explorer les pièces administratives, les pièces techniques d'un chantier, à réaliser des maîtrises, à planifier, faire un planning prévisionnel de chantier et une étude de prix, avec ce petit plus, ou ce gros plus, on le verra, du BIM, en quoi c'est une plus-value à cette réponse à l'appel d'offres d'utiliser la maquette et puis derrière d'imaginer le coût pour l'entreprise de l'intégration à ce processus BIM si on allait jusqu'au bout dans ce chantier. Alors, première chose, la petite vidéo tout à l'heure a parlé de BIM, je crois d'IFC peut-être, enfin de quelques termes. Alors le BIM déjà c'est un gros nouveau lexique, assez fourni, très fourni même je dirais, avec énormément d'acronymes, la plupart en anglais, en BIM, IFC, LOD, 4D, 5D, XD, etc. Ça ressemble un peu des fois à la semaine du geek, il y a plein de termes de partout, et l'idée c'est de se familiariser régulièrement avec ces termes-là. C'est déjà pas la chose la plus simple à faire. Deuxième écueil, un petit peu, c'est les formats des fichiers et la taille des fichiers. Je ne pensais pas être victime de ce qu'on appelle la fracture numérique. En tout cas, jusque-là, je n'avais pas eu l'impression d'avoir un débit Internet qui me contraignait dans mon travail. Et on se retrouve là aujourd'hui avec des appels d'offres à télécharger qui ne font plus 200, 250, 300 mégas maximum, mais on est sur des fichiers de 2 gigas, 3 gigas ou plus. Et déjà, voilà, c'est une première contrainte technique de téléchargement de fichiers. Mais si on se projette sur la phase chantier, d'imaginer télécharger régulièrement de nouveaux fichiers de cette taille-là, au moins une fois par semaine, de devoir uploader peut-être demain ma maquette de mon lot vers la plateforme du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre. Donc là aussi, bénéficier d'une connexion à la hauteur. Et il ne s'agit pas de s'y prendre du jour au lendemain s'il faut augmenter cette partie infrastructure. Je vous ai mis un extrait d'un cahier des charges BIM. Je ne pensais pas me faire jeter sur ces sujets-là, sur cette problématique-là. Un cahier des charges BIM d'un appel d'offres téléchargé, pour des raisons évidentes de fluidité et d'accès à la plateforme, une connexion Internet de type fibre est fortement conseillée. C'est bien, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils restent sur le pas de la porte, ils ne répondent pas à cet appel d'offres-là. Ce serait quand même bête de s'arrêter à cet écueil-là pour ne pas répondre à un appel d'offres visé. Et troisième point, la mise à niveau. Donc cette mise à niveau autour du lexique, des termes, de la façon de travailler avec la maquette ne se fait pas avec plus de temps qu'un appel d'offres classique. On est sur des appels d'offres publics environ à 21, 22, 23 jours en moyenne de réponse pour les entreprises. Là, le délai n'est pas plus grand au vu de cette réponse avec le BIM.
Les CCAP, les CCTP, ce n'est pas les pièces les plus digestes régulièrement à lire, à intégrer en tout cas. On peut rajouter maintenant le cahier des charges BIM ou convention BIM. C'est donc le document en plus qui va intégrer le dossier de consultation des entreprises dans le cas de la réponse avec du BIM. C'est un document d'une 50aine de pages, très souvent, très théorique, extrêmement théorique, mais qui va bien sûr lister tous les intervenants autour du BIM sur le projet, les objectifs attendus par maître d'ouvrage, maître d'œuvre, en vue de la maintenance, de la vie de l'ouvrage jusqu'à la maintenance, tous les contributeurs à la maquette, le processus BIM, le système d'échange de fichiers, de validation, synthèse, etc. de la maquette, les protocoles, le BIM management qui le fait. Donc on apprend d'un appel d'offres à un autre que quelquefois c'est une cellule intégrée au maître d'œuvre, quelquefois au maître d'ouvrage, quelquefois c'est une sorte de troisième cellule intermédiaire. Là c'était le cas en l'occurrence sur cet appel d'offres-là. C'était une cellule externe à la maîtrise d'œuvre. Donc ça liste également tout ce qui est convention, dénomination de données. La plateforme, s'il y en a, qui est mise en place pour le partage des données, puisque on parlait de ces fichiers qui pèsent quelquefois quelques centaines de mégas, où est-ce qu'on va les télécharger? Est-ce qu'on apprend d'une convention à une autre que chaque entreprise devra payer un accès à une plateforme spécifique pour ce chantier-là? Donc des choses à prendre en compte dans la partie chiffrage. 50 pages, je disais, et à la question à la fin, est-ce que c'est vraiment plus clair pour moi la réponse au BIM dans ce projet? C'est pas sûr. Ce qui manque énormément à ces conventions aujourd'hui, c'est des cas concrets. En fait, on parle énormément de généralité. D'ailleurs, j'ai pu remarquer que les conventions sont des conventions types qu'on retrouve en fait dans chaque appel d'offres sans aucune modification que le titre, quelquefois. Et il manque en fait très concrètement des exemples d'illustrations. Demain, sur le chantier, un mois de chantier. Est-ce qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine, chaque projeteur de chaque entreprise devra transmettre un fichier à tel format? En fait, ça n'est pas. Dans la théorie, on retrouve ces éléments-là. En réalité, on a du mal à se projeter sur à quoi ça va ressembler la vie du BIM sur ce chantier. Alors que l'objectif était donc quand même bien de définir l'organisation de réponse à ce cahier des charges. Je vais passer la parole à Pierre, qui va vous parler vraiment de la partie concrète autour du travail avec cette maquette numérique, donc ce format IFC. Tout d'abord, bonjour à tous. Du coup, nous, on a travaillé à 3 sur ce projet. De nombreux logiciels testés. Donc, on peut voir déjà 3 logiciels nommés ici. Mensura, Covadis et Revit. Nous avons travaillé principalement avec Mensura, parce que c'est un logiciel qu'on apprend à l'école, que ce soit en BTS, Bac Pro. Donc c'est un logiciel qu'on a beaucoup vu. Covadis, c'est plus pour les topos, et étant donné qu'on n'avait pas de filière topo, on a très peu travaillé avec Covadis. Et après, Revit reste principalement quand même bâtiment que travaux publics. Donc très peu travaillé avec Revit aussi. De nombreux échanges entre les différents logiciels, donc avec le format IFC, avec de nombreux imports-exports pour faire de nombreux tests. Donc ça a été des semaines de tests et de nombreux échanges entre ces logiciels métiers. Alors les logiciels qui peuvent lire les IFC, donc on a Tekla BIMsite. Nous on a travaillé principalement avec Tekla BIMsite parce qu'il est gratuit. Donc étant étudiant, on ne pouvait pas se permettre d'acheter des licences comme on voulait aussi. Donc on a travaillé avec Tekla BIMsite qui nous a amené principalement du 3D, très peu de planning ou autre. Et après on a décelé d'autres logiciels qui pouvaient lire ces IFC. Malheureusement, on n'a pas pu les essayer par rapport au budget qu'on avait. Donc il y a FBIM, BIM Collab Zoom, Solibri Model Viewer, BIM Vision, Naviswork et encore une nombreuse liste. Chaque logiciel fait un peu chacun à sa sauce, on va dire.
Avec Teclab InSight, énormément de 3D. Après, on va avoir des logiciels qui vont faire beaucoup plus de planning et d'autres logiciels, encore plein d'autres. Et chacun a vraiment sa spécificité. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait limite tous ces logiciels pour pouvoir faire notre projet en entier, alors qu'un seul, ça serait beaucoup plus facile et on pourrait tout avoir dessus. Pour finaliser sur ce point du logiciel, pour lire et travailler avec ces IFC, comme le dit Pierre, l'impression que chacun a quelques avantages, aucun ne réunit tous les avantages. Donc devoir travailler avec plusieurs logiciels pour travailler avec un seul fichier, ça paraît déjà assez étonnant. Également un constat, ok, TP, on est peut-être un peu en retard dans le planning en rapport avec le BIM. Et pourtant, on a la sensation qu'il n'y a pas encore eu assez d'écrémage, entre guillemets, des logiciels. Je sais qu'il y a quand même pas mal de concepteurs logiciels ici, peut-être dans la salle. Je leur souhaite, bien sûr, pas du mal. Mais du point de vue de l'utilisateur, c'est vrai que c'est toujours bien de se retrouver quand même avec, non pas une, il faut quand même de la concurrence, mais quelques solutions éprouvées et qui réunissent un maximum d'avantages. Or là, clairement, pour travailler, il fallait au moins 2 ou 3 logiciels pour travailler sur le même sujet. Le constat n'est pas que sombre, hein. Il y a de nombreux avantages à travailler avec un projet en maquette numérique. Donc là, on s'intéresse vraiment qu'à la partie 3D. Déjà, une visualisation d'ensemble et de détails du projet. Quand on compare un appel d'offres historique, sans maquette, on se retrouve très souvent avec des plans PDF, des plans de masse, des coupes, des plans de façade. On est habitué par notre métier à remodéliser ça dans la tête, à s'imaginer le relief que ça peut représenter, les interactions, la coactivité. Le fait d'avoir la totalité de l'ouvrage en 3D avec tous ces lots est quand même déjà un gros avantage. Du point de vue du chiffrage, j'entends, c'est de visualiser la partie planification, la coactivité, la collision ou le rapprochement entre les lots. On le verra ici sur cet exemple de ce projet-là, le réseau d'assainissement est au milieu des pieux. Si on regarde le plan des réseaux, on voit des réseaux, tout ce qu'il y a de plus libre, sans difficulté d'accès. Quand on regarde le lot pieux, on voit des pieux. La maquette, au moins, a cet avantage-là de voir que le réseau est apposé au milieu des pieux. Donc on imagine d'un point de vue chiffrage, tout ce qui est rendement, difficulté d'accès, et qui vient influencer mon étude de prix. Quelque chose qui n'a pas pu être testé à ce stade-là, sur ce projet-là, c'est on imagine, grâce aux informations accrochées à l'objet 3D, parce que le BIM c'est bien ça, hein, c'est l'information, le vrai sujet central, on imagine demain des métrés automatiques. Aujourd'hui, sur les 3 semaines de réponse à l'appel d'offres, d'un chantier que je vais viser, j'entends, on va peut-être avoir 3-4 jours de métrés sur base de plans PDF, avec ce que ça implique de précision, de rapidité de métrés. On imagine demain qu'avec cette maquette, les métrés, grâce à l'information attachée à l'objet, sera de l'ordre du bouton à charger la maquette, appuyer sur un bouton et puis revoir les résultats des métrés de tous les lots et à l'intérieur de chaque lot, de chaque ouvrage. Le post-it, Pierre va en parler tout à l'heure, le post-it numérique, alors ça s'appelle comme ça le post-it, ça a un côté un peu... on y voit aussi bien des avantages que des inconvénients. Un post-it, c'est rapide, mais ça vole, ça se perd. Justement, le post-it numérique, là, justement, à ce côté accroché à l'objet, on va voir, qui est un plus intéressant. Et puis l'attachement de documents à la maquette, on peut déjà percevoir le DOE numérique, où plutôt que de donner une pile de papier qui sera perdue par le maître d'ouvrage un jour en DOE, avoir une maquette numérique et avec, attaché à cette maquette, toutes les fiches techniques, tous les détails d'ouvrage en PDF accrochés à cette maquette. Du coup, comme on disait, au niveau de l'assainissement et réseaux divers, donc là, c'est pas l'exemple où ça passe dans les pieux, on est vraiment sur le côté. Mais on voit que c'est quand on arrive sur... donc là, on est sur Teclab InSight. On arrive vraiment avec un trait bleu, un trait rose et un trait vert.
et il faut s'imaginer que c'est un réseau. Après, quand on clique, donc là c'est le réseau d'assainissement, donc quand on a cliqué sur le tuyau, on a de nombreuses informations qui se forment sur le côté. Je vous avoue franchement qu'il y a les 3/4 qui ne nous intéressent pas. Pour nous, entreprise de travaux. Par contre, c'est vrai que les longueurs, tout ça, c'est vraiment des choses qui pourront nous intéresser pour après faire nos chiffrages. Après, je pense qu'on peut augmenter un peu nos précisions et arriver sur des choses plus belles à montrer à nos maîtres d'œuvre. Au niveau de la planification, c'est vrai que visuellement, c'est très intéressant. On peut, donc avec le terrain brut, donc avec nos terrassements qui arrivent, on peut montrer les différents phasages facilement à l'aide d'une tablette sur un chantier. Et donc souvent, c'est des appels d'offres publics. Donc avec la commune qui vient sur place, on n'a pas spécialement la vision de ce qu'ils veulent plus tard. Ils voient ce qu'ils veulent à la finalité, mais ils ne voient pas le cours des travaux. Avec cette planification visuelle, ils vont voir vraiment les étapes au fur et à mesure qui vont se passer sur leur terrain pour arriver au projet final. Donc le post-it, on a découvert quelques erreurs quand on a intégré notre maquette 3D. Donc là, on peut voir le regard des descentes d'eau pluviale. À l'origine, il était décalé. Il était décalé de 20 cm. En X et en Y, il était décalé de 6 ou 7 cm. Donc on voyait vraiment qu'il était dans le bâtiment. Donc on voyait vraiment qu'il y avait un problème. Donc c'est des solutions que d'habitude on voit sur chantier. Alors que là, c'est un problème qu'on va résoudre informatiquement et qui ne va pas engager spécialement de coûts sur nos chantiers par la suite. Donc on crée ce post-it sur Tekla. C'est le logiciel qu'on utilisait. Et après, en ramenant nos notes sur Mensura ici, j'ai pu décaler le fameux regard qui après ramené sur la maquette. Donc c'est des modifications qui sont peut-être minimes informatiquement, mais derrière sur un chantier, c'est des choses qu'il faut revenir. On prend du temps et on perd de l'argent à faire ça, alors que là, en 5 minutes, j'avais changé la chose et derrière, c'est une implantation qui est mieux faite. Voilà pour la note. Alors, la particularité de ce projet de fin d'études, c'était la première fois en introduction qu'on a dit aux 3 étudiants l'échec sera une forme d'avancée sur ce sujet. C'était de tester, hein. C'était vraiment dans ce but-là que le projet de fin d'études était fait. Et on a été interpellé par quelques retours étonnants quand même sur le travail à un appel d'offres intégrant du BIM. Déjà, la diversité de formats. On répond à un appel d'offres en BIM, on se dit on est sur une forme de tout numérique, on va avoir un niveau de détail et d'information qui va être sur toute la chaîne parfait, ou en tout cas avec un haut niveau de détail. Les maquettes de cet appel d'offres-là étaient en effet livrées sous forme numérique, en IFC, mais en descendant d'un cran, le plan de masse, on n'avait que le PDF, on n'avait pas de plan AutoCAD à charger pour remodéliser le projet. Et la topographie, on redescend encore d'un cran, c'était un plan topo qui devait être un plan papier qui a été scanné. Donc avec là encore un niveau de détail et d'information encore bien inférieur. Et là, ça a été une des premières galères quand il a fallu remodéliser ça dans le logiciel métier. Un constat, mais le dire, ça paraît étonnant, mais c'est une réalité. Je télécharge régulièrement les appels d'offres avec du BIM. Je m'amuse juste à charger les maquettes pour voir ce que ça donne. Et vous double-cliquez sur le lot plomberie, elle s'affiche ici. Et puis vous appuyez sur le lot structure, et elle s'affiche, mais elle s'affiche 200 mètres à côté, 50 mètres plus haut. Et c'est un problème de base. Peut-être que par les formations topo, nous, on pensait avoir solutionné ce problème-là. Tout le monde n'a pas l'air de travailler dans le même référentiel sur la maquette. Le 0,0, il n'est pas le même pour tous.
Alors du coup, quand on charge un appel d'offres et qu'on se rend compte de ça, déjà on se pose la question, est-ce qu'au stade de la conception, ils ont utilisé la maquette ou c'était juste dans le but de la livrer sur le dossier de consultation? Et on sait qu'une maquette, il faut que ça vive vraiment du niveau zéro, du début de l'ouvrage, du début de conception de l'ouvrage. Sinon, l'avantage financier est en train de se perdre régulièrement. Pire que ça, à parler des maquettes livrées, certains appels d'offres soumis au BIM, il n'y a pas de maquette fournie dans le dossier de consultation. Explicitement, c'est indiqué, la première maquette sera livrée dans la phase de préparation par chaque lot et sera agglomérée en synthèse par le maître d'œuvre. Donc elle n'existe pas en fait au moment où l'appel d'offres sort. La maquette n'a pas été conçue, n'a pas été agglomérée, et donc tout cet aspect collision, planification, coactivité qu'on a vu à l'instant, en fait n'a pas été utilisé. Je dirais même qu'on ne voit plus trop l'avantage de la maquette, d'utiliser une maquette si elle n'existe pas au stade de la conception. Une autre interrogation, le niveau de détail des maquettes livrées dès le stade de la consultation. Donc je parlais de poids de fichier, c'est déjà une des conséquences de ce niveau de détail. On se retrouve avec des maquettes extrêmement lourdes. Et derrière, on imagine tout ce qui est infrastructure. On parlait d'Internet, mais également d'un PC qui arrive à faire tourner ça, si je veux travailler avec pour répondre à l'appel d'offres. Et puis, ça pose la question de l'intérêt du niveau de détail sur chaque étape de vie de l'ouvrage. On a envie de profiter, nous, le TP, d'être en décalage chronologique avec le bâtiment. On va en parler tout à l'heure avec Philippe sur la normalisation des IFC et de tout le processus qui entoure le BIM sur nos métiers. On a envie d'en profiter pour influencer un peu ces recherches, ces standards qui vont sortir, en se posant la question. J'ai bien vu que le lot structure métallique avait jusqu'au niveau détail du boulon. OK. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin demain que notre assainissement, notre regard d'eau pluviale, ait besoin du niveau détail, éléments de fond, éléments droits, cône de réduction, tampons. Alors peut-être l'information de classe de tampon d'un point de vue maintenance, mais si on a le détail de l'élément de fond, de sa marque, etc., si demain j'ai un problème avec mon ouvrage, de toute façon je changerai tout mon regard. On n'a pas encore inventé le regard, on n'enlève qu'un élément du calpinage pour changer cet élément-là. Donc on sait que ça va rajouter du poids pour une utilisation dont on imagine mal aujourd'hui les répercussions. Enfin, l'objectif, c'était de se projeter également en répondant à cet appel d'offres-là, de se projeter sur combien ça allait coûter à l'entreprise de répondre en BIM à cet appel d'offres. Donc on en a parlé, il y a l'aspect logiciel qui peut être réglé, le temps de saisie, derrière les compétences, bien sûr. On a des géomètres projeteurs, en général c'est des postes un peu mixtes dans les entreprises de travaux publics. C'est souvent le projeteur qui est également le géomètre qui vient implanter sur le terrain. J'aurais tendance à dire qu'il y en a une partie de nos géomètres qui sont BIM ready, les autres le sont beaucoup moins en fin de compte. Ça demande un niveau de précision dans la saisie, de détail, de recouper les informations qui n'étaient pas nécessaires jusque-là quand on travaillait sans la maquette. On arrivait très bien à implanter avec juste une information XY et puis peut-être une étiquette qui indiquait à côté la profondeur d'un ouvrage. Là, le fait qu'on doive modéliser, concevoir la 3D dans un niveau de détail conséquent, ça implique en termes de formation, on le sait, pour nos géomètres projeteurs, des formations supplémentaires. Et on va quand même se projeter un peu plus loin. On va nous demander, lors de la vie du chantier, de remonter une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, le tel que construit. L'ouvrage, où est-ce qu'on en est sur le réseau, sur la route, les bordures, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de solution pour sélectionner sur le chantier un ouvrage réalisé pour que automatiquement, ou en tout cas par synchronisation, il apparaisse dans la maquette à livrer au maître d'œuvre, au maître d'ouvrage. Donc la réponse à l'appel d'offres, c'était pour nous une première étape. Mais c'est vrai que si on se projette sur l'étape suivante, la vie du chantier avec la maquette, ça ouvre également de nouvelles questions. Je rajouterais à ça que
3 appels d'offres auxquels on va répondre, ça va être 3 conventions BIM différentes, ça va peut-être être 3 niveaux de précision, niveau de détail, 3 fréquences de diffusion de plans différentes, 3 plateformes de partage. Et ça va obliger à avoir une gymnastique et puis surtout des procédures internes. Si on imagine demain que 100% de nos appels d'offres sont en BIM, des procédures bien spécifiques à mettre en place. En conclusion, c'est un énorme plus de l'appel d'offres, le BIM. Le constat n'est pas ni blanc ni noir, il est gris et j'espère qu'on va réussir à ce qu'il aille vers le blanc. Avoir la maquette, cet aspect visualisation 3D et imaginer derrière le planning, la planification, le chiffrage, la coactivité, c'est déjà un plus énorme. On imagine les phases de maîtrise qui vont être réduites à très peu de temps. Ça va être, du point de vue de la réponse à l'appel d'offres, un temps énorme gagné pour d'autres étapes de la réponse. Bien sûr, il y a des enjeux à préciser, on en a parlé. Le coût pour l'entreprise, en termes d'organisation, de logiciels, de moyens humains supplémentaires. Où est-ce qu'on se place, nous, dans cet organigramme du BIM aujourd'hui ? Quand la maquette, on en a parlé tout à l'heure, quand la maquette n'est pas calée entre ouvrages, quand la maquette n'existe pas au stade de l'appel d'offres, mais qu'on doit quand même travailler en BIM, ça pose de grandes questions sur l'intérêt à ce stade-là de travailler en BIM. Et de fait, nous, Charrier, c'est ce qui nous a motivés sur cette démarche à blanc, avant les affaires ciblées, parce qu'on sait très bien que si la première affaire auquel on répond en BIM, c'est l'affaire qu'on vise, ces 3 semaines seront trop courtes pour vraiment se mettre d'aplomb en termes d'organisation et de savoir combien coûte pour nous le BIM. Un coût qui pourrait être réduit à très peu demain, mais je ne dis pas que c'est un surcoût pour l'entreprise, mais il s'agit dans tous les cas de chiffrer, de savoir de quoi on part. De fait, cette présentation-là aujourd'hui en fait partie. L'objectif pour nous, c'est de communiquer un maximum avec nos maîtres d'ouvrage, nos maîtres d'œuvre. S'il y en a dans la salle, je les invite à revenir vers nous pour tester la démarche du BIM, la tester officiellement si demain vous avez un appel d'offres qui le contient, mais également la tester un peu à blanc entre nous, avec le maître d'œuvre, sans faire partie d'une convention officielle, mais au moins qu'on travaille sur cette maquette. Ça nous est déjà arrivé l'année dernière 2-3 fois. Au bout de quelques semaines, on se rendait compte que ça demandait des moyens supplémentaires pour les uns les autres qu'on n'avait pas prévus, donc on abandonnait. Mais au moins, voilà, on testait cette démarche à blanc. Elle ne nous coûte rien pour l'instant et elle fait avancer tout le monde sur ce sujet-là. Elle fait avancer tout le monde, y compris les filières d'enseignement. Donc je vous engagerai également à vous rapprocher des filières IUT, licence pro, qui sont vraiment des très bons supports pour l'expérimentation sur divers sujets comme le BIM. Le cas concret qu'on va mettre en place avec l'IUT de Saint-Nazaire, on organise en ce moment la BIM Week, qui sera du 4 au 8 mars 2019, avec la nouvelle licence pro de l'IUT de Saint-Nazaire. Et avec en fil conducteur un projet de chantier avec tous les lots, les ouvrages à modéliser, partager, vérifier, planifier pour les étudiants. Et en support au cours de cette semaine, des maîtres d'ouvrage viennent faire un retour d'expérience, bâtiment, mais avec l'idée que les étudiants se projettent sur notre métier du TP. Maîtres d'œuvre également sur le retour d'expérience d'appel d'offres en VRD de leur côté. Également toute la partie logicielle et puis topo également. Une des premières questions, par exemple, c'est le scan 3D. On sait que c'est une technologie qui est assez aboutie. Il y a des logiciels aujourd'hui pour exploiter ce scan, ces nuages de points. On se pose, nous, énormément de questions TP sur l'usage. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que ça nous fait réellement gagner du temps ? Et surtout, est-ce qu'on n'arrive pas à des poids de fichiers conséquents, trop conséquents, qui pourraient nous gêner, nous, derrière, en termes de saisie ? Oui, juste pour compléter par rapport à ces questions de scan 3D, vous avez 2 exposants qui présentent des solutions et donc qui peut-être peuvent répondre à ces questions-là. Il s'agit de Leica et de Scan Factory.
Donc voilà, je ne sais pas si Pierre, tu voulais dire quelque chose? Non. Donc voilà, en conclusion, c'est un vrai sujet structurant pour l'entreprise Charrier et qui va animer certainement nos prochains semestres à essayer d'être au point pour les chantiers visés. Bien, merci pour cette présentation. Alors, évidemment, la démarche que vous avez là, c'est une démarche très intéressante avec ce retour d'expérience. La démarche que fait Charrier, elle est faite également par d'autres entités, entreprises et également dans d'autres régions. Donc cette démarche d'apprentissage est très importante. Et je pense que certains points clés ont été bien mis en avant. L'aspect formation, l'aspect formation initiale, mais la formation également des gens en place. Tout le monde ne va pas faire un IUT ou est dans un cursus. Il y a la formation aux outils. Alors ça, les fournisseurs d'outils, ils aiment bien quand on forme sur leurs outils parce que derrière, leurs outils sont facilement exploités dans les entreprises. Mais surtout, il y a une autre formation qui est beaucoup plus, je dirais, diffuse à faire transmettre. C'est la nouvelle façon de travailler avec ces méthodes qui échangent très vite. En tous les cas, c'est le souhait et c'est comme ça que ça devra marcher. Ou en tous les cas, que beaucoup imaginent que ça va marcher bientôt, avec ces transferts d'informations très rapides, quasiment instantané, alors à côté, mais aussi à l'autre bout du monde. On voit bien que la transition numérique de la fibre, ça dépend où on est implanté, et avec l'outil logiciel qu'on a, ça ne fonctionne pas forcément. Et paradoxalement, ça marche beaucoup mieux dans certains pays que chez nous, dans nos territoires. Donc là, il y a une réelle transition et transformation à faire. Donc ça touche beaucoup plus que nos métiers, c'est tous les métiers. Donc cette transformation numérique, elle est réellement en place. Voilà, alors on vous a parlé de méthodologie, ce retour d'expérience vraiment très, très pratique, il est très fructueux. On vous a mis à disposition, et avant de passer, parce qu'on est un petit peu à la bourre, donc en fonction, je dirais, de vos intérêts à vous, on va vous présenter un petit peu des points. On vous a mis à disposition donc une revue qui s'appelle la revue Travaux. Bon, c'est une revue dans laquelle vous pourrez voir des articles qui traitent d'expériences de chantiers qui ont été faits, alors pas tous en France, mais certains en France, donc avec cette démarche BIM à différents niveaux, parce qu'il y a le BIM qui intéresse l'entreprise et c'est vraiment ce retour d'expérience qu'on a eu, mais le BIM c'est beaucoup plus d'acteurs. C'est le maître d'ouvrage, donc le client, c'est le maître d'œuvre, le concepteur, c'est l'entrepreneur, et puis ça va être l'exploitant. Et si l'exploitant ne rentre pas dans la démarche, parce que c'est en fait les plus gros gagnants, ce sera les exploitants. Et les exploitants publics. Donc entre guillemets nos impôts. Nos façons de gérer, de mieux gérer peut-être. Alors je dirais mieux gérer, de gérer avec des outils nouveaux qui nous sont mis à disposition, ces outils numériques, des ouvrages, et surtout d'intégrer les coûts, puisqu'on parle souvent de coûts, c'est souvent le coût qui revient. Alors le coût financier, mais le coût environnemental, le coût de plein de choses, le coût d'un ouvrage. Alors, à l'échelle d'un bâtiment, l'échelle de temps est souvent plus courte, voire tout le temps plus courte qu'à l'échelle d'un ouvrage d'infrastructure. Mais grosso modo, faire un ouvrage, c'est un coût pour la société, c'est un coût pour le collectif. Et l'exploitation rentre dans ces démarches de BIM. Et le BIM, en fait, il contribue. Le BIM, ce n'est pas, c'est pas tout. Parce que le BIM, même certains disent que c'est déjà has-BIM. Ou has-been, parce qu'en fait, le BIM, ce n'est qu'un outil. Et quand on aura changé de façon de travailler, ou quand nos nouvelles générations nous auront bousculé, ou nous auront vraiment mis en place ces méthodes que l'on voit dans plein de secteurs, et vous les avez par ici aussi largement, la notion de partage, la notion de plateforme, la notion d'acquisition d'informations très rapides, la notion il y a des outils qui réfléchissent pour nous, ou en tout cas ils réfléchissent en fonction de ce qu'on leur a dit de réfléchir, les fameuses IA, le machine learning, on apprend, ça va tout nous faire tout seul. On rentre 3 données, mais bon, comme ils ont plein de données ailleurs, ça nous sort la solution. Bon, on peut quand même peut-être avant réfléchir, en tous les cas faire travailler nos cervelles pour voir si c'est vraiment un modèle de vie qu'on veut, et surtout s'adapter à ce modèle de transformation qui nous attend. Parce que ça, je pense qu'il faut s'y préparer. Par contre, l'échelle de temps, est-ce que c'est demain, est-ce que c'est dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, 20 ans, 40 ans, etc. Donc, en parallèle, donc ce document, je vous incite vraiment à le prendre. N'hésitez pas, prenez-le, emportez-le, lisez-le.
regardez tous les référents, tous les chantiers, tous les acteurs qui sont dedans. Il y a des ingénieristes, il y a des entrepreneurs, il y a plein de clés à comprendre et s'accaparer. Voilà. Et sur la page de garde de ce document qu'on vous met à disposition, il y a un titre qui s'appelle Mind. Donc Mind, en fait, Mind, c'est un projet de recherche, qu'on appelle comme ça, collectif. Donc il y a but de transformation de notre filière de métier. Donc évidemment ciblé infra, mais de changer la méthode. Donc c'est très ciblé. Alors c'est aussi une communauté. Et Mind, vous voyez, c'est écrit en tout petit, mais je vous le dis, donc c'est en fait le sujet principal, c'est la modélisation des informations interopérables, c'est-à-dire quand on utilise des outils, en fait les outils ils doivent parler entre eux, ils doivent communiquer entre eux. C'est quelle langue on va leur donner ou quel traducteur on va leur donner pour qu'ils puissent parler entre eux. Parce que si on ne donne pas ces traducteurs ou qu'on ne normalise pas ces langages, eh ben, vous allez avoir un monolangage qui va se mettre en place et après vous allez avoir on va pas dire un GAFA, mais on ne sait pas trop ce qui va se présenter et grosso modo ça va tout faire. Hein. Et tout le monde va parler, voire ne va plus parler du tout. Et ces échanges entre guillemets opaques, parce que c'est quand même des échanges de données informatiques, donc elles doivent communiquer. C'est les fameuses IFC, les Industrial F Fabric, là, je ne sais plus ce que veut dire F, mais Classes, pardon. Donc en fait, c'est ces codes de langage. Il y en a d'autres qui discutent entre eux et qui doivent se traduire et qui doivent surtout, dans nos champs des infrastructures, dans nos métiers, ça a été dit également, il y a plein d'aspects, il y a de la topo, il y a du VRD, il y a du pont, du tunnel. Comment ça communique, comment on va pouvoir faire interagir et traverser cette fameuse ligne rouge entre le bâtiment et tout ce qui concerne le monde de l'infra, mais qui est lié, parce qu'en fait, un bâtiment, il n'est pas tout seul, quoi. Un bâtiment, il est à l'échelle d'un quartier, il est à l'échelle d'un aménagement urbain, et puis la ville, c'est aussi des infrastructures. Et l'infrastructure, c'est le collectif. Voilà, alors, quelques petits mots et très rapides sur ce BIM. Je ne sais plus où j'appuie. Et j'ai 10 minutes, voilà. Bon, sauf si vous avez des questions. Je vais essayer d'aller vite parce que là, je peux vous en parler pendant 3 heures. Voilà, comme ça enchaîne, je vais quand même aller si vite. Ce qui est important, c'est que Mind, ce projet, il est décrit là-dedans, dans le document. Vous pourrez rentrer dans le détail. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est le changement de couleur. C'est-à-dire qu'en fait, on accompagne un changement. Donc ce projet, il continue. Bon, on l'appelle saison 2, on aurait pu l'appeler autrement. Grosso modo, il continue. Et toutes les démarches de compréhension, de s'approprier évidemment ces démarches BIM qui ont été vues dans le projet Mind, eh ben en fait, elles vont continuer encore dans les 4 prochaines années de manière à continuer l'accompagnement de tous ces acteurs et l'accompagnement aussi de nos interlocuteurs, on va dire clients de type État et grandes collectivités à se transformer. Parce qu'il faut se transformer et il ne faut pas trop attendre pour le faire parce que sinon, il y en a qui ne le feront pas et ils vont rester sur la touche. Voilà. Alors, Mind, c'est quoi? Mind, c'est un projet de recherche collaboratif qui est co-labellisé, surtout labellisé par le ministère de la Recherche, donc ministère de l'Équipement, pardon. Il a un nouveau nom actuellement, mais grosso modo, il est labellisé par l'État. Et surtout, il regroupe des partenaires. Vous voyez, il y en a nombreux, ils sont 70. Et je dirais, c'est tous les acteurs du monde de cette filière de transformation numérique des métiers. Donc, vous avez des fournisseurs d'outils, des Autodesk et les autres. Vous avez des entreprises grandes, plus petites. Vous avez des ingénieristes, grandes, petites. Et vous avez des acteurs du système éducatif, recherche, et qui se transposent vers l'éducation, donc vers la formation, justement des nouvelles formations. Voilà, donc tous les logos sont là. Je ne les passe pas tous en revue, mais bon, évidemment, il manque du monde. Dans cette phase 2, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Bon, il y a des chartes, bon, il y a un petit ticket d'adhésion, ça ne coûte pas très cher, mais grosso modo, on apprend beaucoup à partager tous ensemble, à rentrer dans cette communauté avec une méthode de travail, avec des plateformes, on acquiert de l'info, on se transforme. Voilà, donc tout ça, je l'ai dit, donc il y a tout ce beau monde autour de la table, c'est très intéressant de communiquer ensemble. Comment ça s'est organisé ce projet? Vous voyez que ça ne date pas d'hier, ça date de 2013. Bon, avant de faire des gros projets, il faut... C'est la méthode un peu française, il faut un peu de temps, c'est pas instantané. Donc ça s'est mis en place. On a travaillé, il y a des tranches de travail. Et tous ces partenaires, en fait, ils font des travaux sur certaines actions. Il y a des groupes de travail. Et puis, en fait, l'objectif, et on y arrive maintenant à cette première phase de Mind, c'est-à-dire qu'on sort des recommandations, des guides, des rendus qui sont mis à la disposition de tous. C'est-à-dire que c'est public.
Les partenaires, eux, ils acquièrent au fur et à mesure, mais après, c'est rendu public, c'est-à-dire qu'on peut acquérir. Il va y avoir des restitutions, sous forme de conf, sous forme d'information, comme je peux le faire aujourd'hui, mais également de manière beaucoup plus détaillée sur certains points. Et puis surtout, cette fameuse tranche 3 qui se termine, là, elle va se transformer, elle va être en continuité avec cette fameuse saison 2 qui s'enclenche, où là, les nouveaux acteurs peuvent rentrer. Bon, juste pour vous montrer, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon, pareil, on peut y passer beaucoup de temps. Voilà, grosso modo, ce que c'est que le BIM. Enfin, ce que c'est. Voilà tous les échanges qu'il y a, c'est pas qu'il pourrait, mais qu'il y a au niveau de tous les acteurs de la construction. C'est plus ou moins bien formalisé en fonction des projets et du pays dans lequel on est, mais grosso modo, ça se passe ça. Vous avez donc l'exploitant, qui est aussi, alors paradoxalement, pas tout le temps le client, mais ça peut l'être. Vous avez donc le donneur d'ordre, le client, la maîtrise d'œuvre et l'entreprise. Et puis, il y a plein d'interactions donc au niveau de la conception d'un objet, où justement, quand on regarde toutes les articulations, en fait, il y a plein de demandes. Et puis, notre réglementation française en particulier, pour l'instant, elle impose des deadlines, des rendus qui sont officiels. On est obligé de donner certaines étapes de manière à passer à la suivante. Bon, tout ça, ça s'enclenche. Je passe très vite. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas le projet. On décide un projet. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du BIM? Bon, on met en place une stratégie. Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il n'y en a pas? Quand il n'y en a pas, on oublie. Parce que si on balance une charte BIM mais qu'on ne sait pas ce que c'est et qu'on n'a pas mis en place la stratégie globale sur le projet, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on obtient exactement ce qu'on a, c'est qu'on vous balance une charte, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on a changé le titre, on a fait ça à l'arrache, entre guillemets, mais à la fin, il y aura des couacs. Et il y aura beaucoup de couacs. Il peut y avoir beaucoup de sujets à couacs. La topo, la transmission de l'information. Donc tout ça, ça doit être relativement bien cadré. Voilà. Puis alors maintenant, je vais passer vite, parce qu'encore une fois, sinon ça sera trop long. On retrouve toutes les étapes où chaque acteur va, dans un temps évidemment qu'on va pouvoir avoir de plus en plus court en termes d'échange, pas en termes de faire travailler ma cervelle, mais en termes d'échange des informations et des besoins. Et puis surtout, on va pouvoir faire des allers-retours. On va pouvoir acter plein de choses. Donc ça va formaliser. Après, un point qui est important, mais qui n'est pas lié qu'au BIM, mais qui est lié à la traçabilité qu'apporte le numérique. Le numérique, il y a de la traçabilité. C'est-à-dire que tout ça, on vous le dit souvent à terme de vie de tous les jours, quand vous mettez une info sur un réseau social ou sur Google, je ne sais pas quoi, hop, il est tracé celui-là. Donc ça, on peut s'en servir d'un mauvais côté ou d'un bon côté. Donc en fait, à partir du moment où on a une traçabilité sur à la fois les échanges, sur ce qui peut être acté, sur des modifications, sur du quantitatif, tout ça, on a des traces. C'est-à-dire quand vous dites, quand un volume, il fait, je dis n'importe quoi, c'est 1000, c'est pas 1500, ça sera 1000, c'est écrit, puis de toute façon, c'est calculé automatiquement, ce sera 1000. Donc ça doit peut-être aussi changer pas mal de choses en termes de méthodologie de travail. Et cette fameuse méthodologie qu'on met en place et qu'on valorise souvent dans la méthode BIM en me disant je vais pouvoir beaucoup plus travailler avant pour bien concevoir mon projet, pour faire bien du premier coup. C'est-à-dire que mon construit va être tel que conçu, ou pas beaucoup de variations, donc je vais gagner de l'argent. Bah oui, mais ça veut dire que dès le début, on conçoit bien. Et puis qu'on échange bien et qu'on rentre bien dans tous les protocoles. Voilà, donc je passe. Voilà, vous avez l'entreprise, bon, ça vous a explicité. Bon, tout ça, est-ce qu'on est encore dedans, pas dedans? Fonction de la taille d'entreprise, fonction aussi des groupements d'entreprises. Donc en fonction de la granulométrie de la taille d'entreprise, faire attention, parce que les gros, ils vont certainement y aller, ils y sont. Ils sont sur des marchés internationaux, on leur impose, donc ils sont dedans. Sur des marchés dans lesquels ils vont aller, en termes de sous-traitance, de partenariat dans des lots en commun, ça veut dire qu'il va falloir apprendre aussi à travailler, bon, de manière un peu différente de ce qui est fait maintenant, mais avec la méthodologie que peut-être on va avoir tendance à orienter par rapport à une démarche. Voilà, 3 minutes, j'ai bien noté. Bon, je passe. Vous voyez, on continue. Tout ça, ça se fait. Et il y a un guide d'application. Et ça sera un des rendus de Mind. Donc en fait, il y aura tout ça, tout ce que je vous ai montré là. Je suis allé très vite. Je n'ai pas passé chaque étape. Mais grosso modo, c'est expliqué dans un guide d'application du BIM. C'est le BIM pour les nuls, quoi. Mais à lecture un peu compliquée quand même. Donc on peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux que d'expliquer ce guide pour aller vers de l'aspect pédagogique, transformation. Voilà. Après, quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'est tous les... Voilà, là, vous avez plein de métiers.
tous les acteurs de la filière, ils sont tous là. Voilà. Et ça, vous avez... Bon, c'est pas la peine d'essayer de lire, hein, c'est écrit trop petit. Mais grosso modo, c'est toutes les interactions qu'il va y avoir en fonction de chacun des acteurs d'un projet, hein, le concepteur, le réalisateur, l'exploitant, le client, et comment une démarche, tout ce qui va être BIMisé, on va dire, tout ce qui va être numérique, c'est tout ce qui est en bleu en fait. Et surtout ce qui va être acté, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on doit acter numériquement. Donc si on passe toutes ces étapes-là, vous le retrouvez là. Donc ça a été le travail des acteurs du projet Mind, des partenaires, que d'échanger, de faire ce travail intellectuel de recherche, hein, parce que c'était quand même de la recherche dans une démarche. Ce n'est pas de la recherche au sens je dois trouver un nouveau matériau ou faire de la recherche physique. Non, là c'était de la recherche. La démarche intellectuelle, elle change. Donc comment on évolue dans ce changement de démarche intellectuelle? Et ça, bon, pour des ingénieurs, on ne sait pas très bien faire quand même, hein. Donc ça demande des acteurs un peu différents et on avance bien dans ce sens. Voilà. Donc ça, c'est Mind. Mind, c'est tout ce qui est en bleu, c'est-à-dire tout ce qu'on dit, tout ce qui est dans le BIM, tout ce qui peut être du numérique dans le BIM, de la modélisation, de la conception, de la gestion des incohérences, les fameux clashs, etc. Donc tout ça, ça peut faire. Et puis après, par rapport à ça, hein, alors on peut faire de la maquette, du 3D, mais on peut faire du 4D en intégrant les prix ou du planning. Et puis on peut aller faire plus, on peut faire de la gestion, on peut faire de l'analyse de risque, on peut faire plein de choses en fait. Voilà. Et tout ça, on peut faire. Comment on fait? Combien ça coûte? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce que je suis équipé informatiquement pour le faire? Est-ce que mon personnel est formé? Voilà. Et comment j'évolue là-dedans? Donc comment je me transforme? Comment chaque acteur se transforme? Donc nous, Fédération TP, on accompagne les entreprises TP, mais on doit aussi accompagner tout le monde, parce qu'en fait, on ne pourra avancer que tous ensemble. Forcément, on peut ne pas louper le train. Il faut surtout faire attention à ne pas louper le train. Mais par contre, le train, il faut qu'il démarre. Il faut qu'il démarre en fonction d'obligations qu'on peut peut-être qualifier réglementaires ou de démarches qui sont souhaitées, donc mises en place. Voilà, je passe. Donc, vous retrouvez tous les acteurs, l'interaction, hein, ces fonctions. Vous avez les chantiers, c'est les jaunes. Là. Voilà, donc quand on réalise, l'entreprise, elle doit faire tout ça, doit préparer son chantier, etc. Voilà, on continue, ça interagit et ça donne ça. Et puis maintenant, on en est là. Tout ça, ça a bien été identifié, pardon. Mais il y a encore plein de travail à faire, parce que vous voyez bien, et Charrier l'a bien dit, bon, grosso modo, on n'est encore pas totalement au point. Donc en fait, il faut encore constituer cette communauté de travail de manière à interagir tous ensemble, et surtout à interagir avec les décideurs collectifs ou publics, que sont l'État, les collectivités, les donneurs d'ordre, de manière à ce que justement ces démarches, hein, quand elles vont être mises en place, elles soient bien comprises, bien assimilées par tout le monde. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y a eu un colloque européen, enfin mondial en fait, qui s'appelait BIM Infra, donc qui traitait spécifiquement du BIM et des infrastructures. On a bien vu que la demande, en tous les cas que l'envie, hein, l'envie plutôt que la demande, l'envie, elle devait venir des clients. Hein, beaucoup de projets de ferroviaire, que ce soit du tramway ou de lignes de chemin de fer ou de route, étaient portés par du client, c'est-à-dire le client. Bon, en France, c'est encore pas totalement le cas. Je termine ici. Donc, vous êtes tous les bienvenus dans Mind 2, les acteurs, et en particulier les exploitants et de la maîtrise d'ouvrage. Arrivez à convaincre vos hiérarchies pour faire partie de ces projets-là, parce que c'est comme ça que vous avancerez et qu'on avancera tous ensemble. Je vous remercie. Bon, je vous remercie du timing. On a le temps, pas le temps Je suis désolée, on enchaîne avec une session de 5 pitchs de solutions innovantes d'exposants présents sur l'espace B2BIM. Néanmoins, effectivement, Thierry me faisait remarquer à juste titre que si vous voulez prolonger en fait, cette information sur le BIM dans les infrastructures, nous avons une matinée qui est prévue sur ce sujet au mois d'avril. De mémoire, je crois que c'est plutôt vers le 11. C'est la semaine après BIM World. C'est le jeudi 11, c'est ça, merci François. Et donc voilà, on aura toute une matinée, 3 heures pour échanger sur le sujet. Voilà, aujourd'hui c'était un peu une mise en bouche. Je vous remercie. Je vous invite également pour ceux qui le souhaitent. Donc, pardon Thierry. Non, je voulais juste rajouter qu'on en a parlé. On voit bien qu'il y a quelques acteurs qui sont peu présents, peu affichés et qui sont pourtant très importants. Ce sont les gestionnaires d'infrastructures
et les maîtres d'ouvrage, qui ne sont pas toujours les mêmes. Et là, on espère effectivement, donc, à cette matinée de Jeudi BIM, avoir aussi plus de partenaires qui viennent du monde de la gestion de l'infrastructure et de la maîtrise d'ouvrage, parce que c'est quand même, on l'a vu, hein, l'intérêt, il est primordial pour ces acteurs. C'est pour eux principalement. Nous, ça nous aide à mieux concevoir, à mieux gérer la coactivité et les interfaces donc, entre les différents corps d'État, y compris quand il y a du bâtiment, mais y compris sur des espaces publics. Il y a un réel intérêt donc, à mettre autour de la table donc, les gestionnaires d'infrastructures, voire les industriels, parce que moi, j'attends demain, effectivement, d'avoir des industriels, des fabricants d'éclairage public, de signalisation donc, lumineuse, qui nous envoient des objets, finalement, déjà en 3D et au format BIM, avec toutes les informations donc, rattachées donc, à l'objet pour pouvoir l'intégrer dans les maquettes numériques demain. Donc, et là, on voit qu'il y a encore un long chemin à faire. Donc, on vous invite tous à cette matinée du 11 avril.